Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2023 pour ce premier bulletin d'information de l'année. Ici Danick Julien et voici Info CJSR. Une importante tempête a coupé l'électricité à près de la moitié des Portneuvois durant la période des fêtes. On en parle notamment avec Danielle Ouellette, la mairesse de Rivière-à-Pierre. Christian Hébert de l'Union des producteurs agricoles de Portneuf sera avec nous pour discuter d'un accord de libre-échange Canada-Europe qui nuit aux producteurs de la région. En novembre 2022, l'organisme communautaire Le Halo mettant en place la licorne au Bertremblay nous en a fait un reportage pour savoir comment l'initiative se portait. Et finalement, Saint-Raymond l'a échappé belle vers le jour de l'an alors qu'une légère inondation s'est faite ressentir. Je vous souhaite un bon bulletin d'information. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Les mauvaises conditions météo ont privé un grand nombre de Portneuvois et Portneuvoises d'électricité cette année durant la période des fêtes. Des secteurs de Portneuf ont manqué de courant pendant plus de 160 heures alors qu'un nombre incalculable d'arbres étaient tombés sur les fils électriques. Au Québec, plus de 350 000 résidences ont été coupées d'électricité à la suite de la tempête ayant commencé dans la nuit du 23 décembre. Dans Portneuf, près de 17 000 clients ont été privés d'électricité, ce qui s'apparente à la moitié de la population régionale. Dans les médias nationaux, on avait rapporté la situation du lac Sergent qui a été privé d'électricité pendant plus de 5 jours. Les citoyens de la municipalité étaient également privés de moyens de communication en raison de la panne. Dans Portneuf, certaines municipalités comme Saint-Raymond ont offert des endroits pour les membres de la population qui n'avaient aucune manière de chauffer leurs habitations. D'autres municipalités ont été critiquées par leurs citoyens et citoyennes en raison d'un manque de soutien. Pour parler de la tempête et de la perte d'électricité, j'ai discuté plus tôt durant la journée avec la mairesse de Rivière-à-Pierre, Danielle Ouellette. On l'entend maintenant. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Ouellette, je vous remercie d'avoir accepté la demande d'entrevue. Pour ceux et celles, les Portneuvois qui nous écoutent et qui ne le savent pas, ça a été quoi la situation pendant le temps des fêtes à Rivière-à-Pierre avec la fameuse tempête? Oh, est-ce qu'on a eu un temps des fêtes, monsieur Julien? Il semblerait que oui, mais... Vous savez que Rivière-à-Pierre est le plus grand territoire de la MRC et on compte à peu près 625 citoyens à temps plein, plus nos résidents de chalet qui, dans le temps des fêtes, viennent faire un tour à leur chalet, eux aussi. Et je crois qu'on a eu une très longue panne. Nous, on a été 168 heures sans électricité, là. Quelques-uns l'ont retrouvé peut-être 12 à 15 heures avant, là, mais ça jouait aux alentours de ça, là. On peut dire que ça a été une panne majeure. On a sorti les pompiers pour aller dégager des routes, enlever des arbres, ceux qui pouvaient, parce que les arbres qui sont
à côté sur des fils, là, on ne peut pas rien faire avec ça. Mais ceux qui étaient dans la possibilité d'enlever pour continuer à ce que la circulation se fasse, les pompiers ont fait ça. On a passé par les portes aussi. On a ouvert la municipalité. Il s'est passé beaucoup d'entraide à Rivière-à-Pierre. Honnêtement, là, nos employés ont veillé au grain. On a continué à avoir de l'eau potable. C'est une chose qui est assez primordiale, hein, avoir de l'eau potable. Donc, notre employé de la voirie, nos 2 employés de la voirie ont veillé au grain pour alimenter la génératrice pour fournir le puits pour l'aqueduc. Déneiger les stationnements en cas qu'on ait du monde. On a ouvert la municipalité aussi. Est-ce que la municipalité était chauffée, elle? Ou Oui. La municipalité et la caserne du fait même parce que, vous savez qu'un camion, il ne faut pas que ça reste dehors, puis il faut que ça soit vraiment à la chaleur. Là. Oui, on est quand même assez bien équipés, là, moyennant un léger supplément, c'est sûr, là, parce que la génératrice pour la municipalité fonctionne au diesel. Là. Mais oui, on avait du chauffage ici, on avait de l'Internet, tout ça. Donc, on a invité les citoyens à venir se réchauffer, à venir se faire à manger sur le poêle électrique et tout ça. On a fait du café. Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont venus parce que en région plus éloignée, les gens sont débrouillards. Ils ont des poêles à bois, ils ont des génératrices. Ils ne veulent pas laisser leur maison. C'est normal aussi. Ça n'a pas été achalandé énormément, mais quand même. On a fait de la soupe, Les services étaient là pour venir en aide à votre population. Oui. On était là du 24 aller jusqu'au 29. Donc, quand même, une semaine de temps. Je vais ramener votre question. Est-ce qu'on a vraiment eu un temps des fêtes? C'est vrai que la question se pose, Mme Ouellette. Je veux parler avec vous. Le maire de Saint-Raymond en a parlé, lui, dans les médias, la communication avec Hydro-Québec. On aurait peut-être aimé en avoir plus parce que là, vous êtes loin. On se demande quand est-ce que ça va revenir. On va-t-il en avoir pour le jour de l'an? J'imagine que la question s'est posée au fil du temps. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la communication? Disons que c'est comprenable dans la situation dans laquelle il se trouvait, là, que ça a été quand même une panne, comme on disait tout à l'heure, qui a été majeure. Moi, j'aurais aimé avoir des consignes claires et franches. Dire, écoutez, dans votre coin, on ne sera pas là avant 3 jours, on est débordé. C'est à peu près ça qui est arrivé. Là. On a vu passer des camions peut-être à la fin de la 2e journée et tout ça, là, mais qu'on dise, pas avant 3 jours. Donc, nous, quand on passe par les maisons avec les pompiers, on leur dit, préparez-vous parce que on n'aura pas avant 3 jours, on n'aura pas avant 4 jours. À ce moment-là, on sait à quoi s'en tenir, on sait quoi dire à nos gens pour les rassurer puis enlever de l'anxiété aussi. C'est clair. Et là, j'imagine que vous avez, avec les pompiers, communiqué avec votre population des services qu'il y avait. Ça, c'était quelque chose qui était important pour vous aussi. Là. Oui. Et la 5e journée, on a la Sûreté du Québec qui sont venus faire une randonnée. Et puis, ils nous ont demandé de retourner avec les pompiers dans les maisons, faire le tour des maisons et insister pour que les gens viennent. Malheureusement, les gens ne sont pas venus plus, là, je veux dire. Mais il y a beaucoup d'entraide à Rivière-à-Pierre, il y a beaucoup de solidarité. Je regarde ici le HLM, là, il y en a quelques-uns, c'est les enfants qui sont venus les chercher. Il y en a d'autres, c'est des voisins qui sont venus les chercher pour les emmener chez eux à chaleur et tout ça, parce que le HLM n'est pas équipé du tout pour ces tempêtes-là, si on veut, là. Oui, c'est une situation différente. Là, ça s'est, somme toute, bien passé malgré 7 jours sans électricité. Mais il y a une problématique à Rivière-à-Pierre qui revient. Et là, quand on a une tempête comme ça, on le voit. La téléphonie cellulaire, il arrive quelque chose. Il y a un accident sur le bord de la route ou, il y a un feu. On a besoin de contacter les urgences. On a besoin de la téléphonie cellulaire. On ne l'a pas en ce moment. Eh mon Dieu, Monsieur Julien, si vous saviez combien ça fait d'années que Rivière-à-Pierre travaille. Moi, j'ai vu, depuis que je suis à la mairie, j'ai vu des papiers qui datent de 1995 pour des demandes de réseau cellulaire.
c'est pas rien, là. Ça va quasiment faire 20 ans bientôt, là. Et, bon, on nous dit que le CRT, ça vient du fédéral. Et, le provincial lance la balle au fédéral. Et c'est vrai que la téléphonie cellulaire, ça vient du fédéral. Mais je comprends pas qu'on est rendu en 2023 et qu'on prive des municipalités qui, oui, on peut le dire, on est quand même éloigné, on est au nord de Portneuf en plus. C'est nous qui aurions besoin le plus de téléphonie cellulaire dans des situations comme il est arrivé à Noël. On a même perdu la ligne dure de TELUS pendant au moins 15 heures. Ça veut dire que la municipalité, là, moi, je suis rentrée ici le 25 au matin, là, et j'avais seulement que les radios de pompiers pour communiquer, là. Non, on fait un méchant retour en arrière, là. Oui, un peu, là. On n'est plus au CB, là, quand même, là, tu sais. Non, le réseau cellulaire, c'est officiel que ça va être... c'est pas seulement le mien, ça a été le cheval de bataille de plusieurs maires qui sont passés antérieurement. Et ça va être le mien aussi de marteler toujours la même demande qu'on a besoin d'un réseau cellulaire. Donc là, Sur la réserve de Portneuf, là, ici, on est aux portes, il passe au-delà de 80 000 personnes par année. Dans tous les chemins de bois qu'on a, avez-vous pensé combien ça pourrait être très utile d'avoir un réseau cellulaire? Oui, puis il faut aussi se dire, dans les situations d'urgence, ça peut être utile, mais même point de vue touristique, ça peut vous aider, un réseau cellulaire. Les gens qui disent « on va aller à Rivière-à-Pierre, on va camper un peu, on est capable de rejoindre notre famille », ça a des avantages pour toutes. Là. On est en 2023, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est souhaitable. Je connais une personne qui s'est en allée rester dans une autre municipalité, et cette personne-là revenait d'Outre-mer et j'ai dit pourquoi vous êtes pas venu vous réinstaller à Rivière-à-Pierre parce que vous êtes un résident de Rivière-à-Pierre. Il dit pour mon commerce, il n'y a pas de réseau cellulaire. Donc ça fait partie aussi de l'expansion des municipalités. Puis chose sûre, c'est qu'on a besoin d'expansion. C'est notre poumon, ça. Okay? J'imagine que les députés, là, vous avez dit, bon, la communication, c'est fédéral. Donc, le député Godin doit pouvoir vous venir en aide, là, de cette façon-là. Monsieur Godin, j'imagine qu'il fait des pieds et des mains, lui aussi, là, parce que c'est pas à toutes les fois que je le vois, que j'ai la chance de lui parler, je lui parle du réseau cellulaire. Donc, j'imagine que lui aussi travaille en aval aussi, là, tu sais. Mais ça reste dans l'oubli. Madame Ouellette, moi, je veux quand même vous dire félicitations pour la façon dont vous avez géré la crise. Vous avez aussi, comme vous l'avez dit, fait le porte-à-porte avec les pompiers, être occupé de vos gens. Je crois qu'on n'est pas en train de fermer ce dossier-là pour la tempête, à moins que vous ayez quelques petites autres choses à dire à ce sujet-là. Non, moi, tout ce que je tiens à dire, je remercie les citoyens pour leur patience. J'ai pas eu de plainte, j'ai pas eu personne qui est venu chanter des bêtises puis dire bon on s'est occupé d'eux autres comme on a pu. On aurait voulu en faire plus, mais ils n'en demandaient pas plus, donc c'est correct. Alors je tiens à les remercier. Je tiens à remercier aussi nos employés qui ont été là pour veiller au grain, c'est bien important. Et pour la suite des choses, on va essayer de travailler très très fort encore en 2023. Pour notre réseau cellulaire. Madame Ouellette, je veux terminer parce que là, on a la période de l'hiver, elle a commencé. On a même une tempête qui va arriver dans les prochaines heures. On va se croiser les doigts que tous les fils restent à leur place. Mais moi, je veux savoir avec vous, j'imagine qu'il y a quelques petites programmations pour le temps des fêtes, une parade de Rivière-à-Pierre, des choses comme ça. Là, ça doit s'en venir quand même là, pour les loisirs. On a le carnaval qui s'en vient au mois de février. C'est ça. Le carnaval s'en vient au mois de février. On va avoir une soirée ici pour la Saint-Valentin aussi. On lâche pas, mais vous savez, les petites municipalités, on n'a pas énormément d'employés, donc on essaie de tirer notre aiguille du jeu, si on veut. Oui. Ah bien, Danielle Ouellette, mairesse de Rivière-à-Pierre, je vous remercie de votre passage à Info CJSR ce soir.
Merci beaucoup et bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au retour, on parle de hockey dans Info CJSR. Restez des nôtres. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. C'est lui, mon nouveau chum. Il voulait pas être là parce qu'il a de la fièvre. C'est bien attentionné fois 1000. Ça, c'est un petit copain. La semaine passée, il a mis un masque au centre d'achat. Si tu voyais comment il se lave les mains. Est-ce qu'il y a un frère jumeau? Hein? Quand t'es tous qui mouche ou qui a mal à la gorge, j'imagine qu'il met un masque aussi. Est-ce que ça peut être mon nouveau parrain? C'est moi ton parrain. J'y donne l'auto. J'y donne la maison. J'y donne mon bébé. Bonne idée. Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Le club de hockey de Donnacona, le Métal Perrault, a subi une bagarre générale lors du match du 6 janvier 2023, alors que le club était confronté au Bellemare de Louisville. C'est par voie de communiqué que l'unique club de Portneuf qui œuvre dans la Ligue de hockey senior 3A du Québec a pris la parole à ce sujet. Selon le texte publié en début de semaine, le gardien du Métal Perrault aurait été attaqué violemment par l'un des joueurs du Bellemare de Louisville. L'entraîneur de Donnacona, André Ali, a terminé la rencontre entre les deux équipes prématurément, soit 138 secondes avant la fin normale du match, qui était alors dominé par Louisville par la marque de 5-2. Dans le communiqué de presse qui a été distribué aux médias, mais aussi sur la page Facebook du Métal Perrault, l'équipe maintient vouloir préserver la sécurité des joueurs et du personnel de l'équipe dans le futur, et aussi en souhaitant voir la fin de la violence au sein de la Ligue. Et en parlant de la Ligue, celle-ci a réagi également. Elle a dit avoir sévi auprès des deux équipes. Du côté de Louisville, notamment l'entraîneur et un joueur ont chacun été suspendus 5 matchs en raison de l'agression qui était voulue, donc préméditée. Certains joueurs de Donnacona ont également reçu un match de suspension pour avoir participé à la bataille générale. Et l'entraîneur André Ali a lui aussi été suspendu un match pour avoir refusé de compléter la partie du 6 janvier dernier. Maintenant, en novembre 2022, l'organisme d'entraide communautaire, le Halo, procédait au lancement de son nouvel endroit qui est animé et destiné aux personnes seules. On écoute le reportage de mon collègue Aubert Tremblay. À la Licorne, il y avait ce jour-là un personnage un peu anachronique pour un 11 janvier. Ah, on est en pleine distribution de cadeaux, là! Ah oui, ah oui, ah oui! En fait, la fête était prévue le 23 décembre. Avec la tempête, on a dû annuler le Père Noël. On n'a pas pu tenir les activités. Donc, pour nous, c'était tellement important. Là, les personnes, les participants avaient tellement hâte à cette fête-là qu'on se dit on ne peut pas juste l'annuler. Des participants à la Licorne, il y en a, une cinquantaine environ, après seulement 2 mois d'existence. Le plus grand défi, c'est de se faire connaître. Tranquillement, là, il faut réussir à aller chercher les gens parce que nous, on le sait que ça s'adresse à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui sait que ça s'adresse à eux. En ce moment, on est ouvert principalement de jour, du lundi au vendredi, mais on a un soir semaine. Et on veut ouvrir plus de soirs pour aller chercher d'autres clientèles aussi qui seraient des travailleurs de jour, mais qui peuvent quand même vivre de l'isolement. La Licorne se définit d'une façon plutôt originale, une maison de jeunes pour moins jeunes. On se veut un lieu pour contrer l'isolement, donc quiconque a envie de rencontrer des gens est le bienvenu. Il y a des gens qui viennent du grand public, il y a des gens qui viennent avec des troubles de santé mentale, il y a des gens qui viennent avec des troubles cognitifs légers, il y a des gens avec une déficience intellectuelle légère, il y a des handicaps physiques. Pour nous, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'individu qui vient partager, qui vient vivre des moments avec un autre individu. Un endroit de rencontre, donc, où on fait toutes sortes d'activités. Il y a de l'initiation à la broderie, il y a des jeux de société, il y a la chorale, il y a de la cuisine de collation, il y a de la cuisine de soupe, de repas. Il y a des activités artistiques aussi, là. On a vraiment de tout.
c'est super, c'est un milieu qui est vraiment inspirant. C'est comme si tout est possible ici. Tout est possible, on peut imaginer tout ce qu'on veut, puis on peut essayer de réaliser tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment un milieu inspirant. Puis, il se crée vraiment une solidarité entre les personnes qui viennent. Donc, si, par exemple, moi, je suis une participante, que je suis assise à côté d'une personne qui a de la difficulté à réaliser l'activité, souvent, spontanément, les gens vont aller aider. Ça fait en sorte qu'il y a une belle solidarité qui vient se créer. Puis nous, c'est ça qu'on veut. Plutôt que d'adapter des activités spécifiquement des clientèles, de dire cette activité-là, elle est dédiée aux gens qui ont des troubles cognitifs. Cette activité-là, elle est dédiée aux gens avec une déficience intellectuelle. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Hey, on en donne ça à la coordonnatrice. Hey. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne sont pas les projets qui manquent. On est en train de développer un projet de revalorisation de vélos. Donc, des vélos usagés qui sont plus fonctionnels, leur redonner une deuxième vie. Donc, avoir là, vraiment un espace où on peut venir travailler les vélos, défaire les pièces, les réparer et les redonner à la communauté. On est en train de travailler un espace café en bas où les participants pourront aller servir des cafés, offrir la pause café aux entreprises du coin. Puis un autre des projets qu'on a, c'est faire les licornes mobiles. Donc, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Donnacona, aller à la rencontre de ces gens-là, soit dans les RPA sur le territoire ou dans les municipalités. Puis, entre-temps, si on veut, on offre les services de transport aussi. Là. Donc, s'il y a des gens qui habitent plus en région, qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de voiture, on peut aller les chercher. Là. Il y a des frais reliés, mais à travers le Halo, c'est un service qui est offert de transport. Et tout ça avec seulement 5 employés. Mais on compte sur un grand réseau de bénévoles pour nous aider. À chaque jour, il y a une ou des personnes bénévoles qui viennent nous aider. Donc, soit plus en formule accompagnement, qui viennent plus nous aider avec les repas, accompagner les gens avec leurs difficultés, mais il y en a aussi qui viennent pour faire de l'animation. Au fond, c'est cet enthousiasme qui est le meilleur garant de l'avenir de la licorne. On a la tête pleine d'idées, puis on répond à un besoin de la communauté. Donc, moi, je suis persuadée que ça va se poursuivre. Il y a le CIUS qui nous contacte pour pouvoir développer des services. Il y a des organismes communautaires qui nous amènent des besoins non répondus de leur clientèle qui ne peuvent pas répondre, que nous, on peut répondre par notre mission, par l'espace qu'on a, par les ressources humaines qu'on a en place aussi, par le réseau de bénévoles qu'on a en place aussi. Donc, moi, je suis persuadée là, que l'avenir, ça se développe vitesse grand V, puis ça ne va pas s'arrêter dans les prochains mois, là, tout au contraire. Là. Voilà pour vous, madame. Joyeux Noël. Merci. Amusez-vous bien. Merci. Aubert Tremblay pour CJSR. Maintenant, un incendie a fait 3 victimes durant la veille de Noël à Saint-Basile. Les victimes sont Vanessa Pelletier, Dylan Pelletier et Anthony Bia-Soto. Nombreux sont ceux et celles dans le comté qui ont apporté leur soutien à la famille des victimes en déposant des fleurs devant les lieux du drame. Une campagne de financement GoFundMe avait d'ailleurs été lancée pour le père du jeune Dylan afin de récolter des fonds pour s'acquitter des coûts liés à l'organisation des funérailles. Les causes de l'accident n'ont pas été révélées par la Sûreté du Québec. Le père du garçon avait cependant avancé auprès des médias nationaux que cela aurait pu être en lien avec des bougies allumées en raison de la panne de courant survenue le 23 décembre dernier. Les funérailles du petit Dylan auront lieu le 29 janvier au complexe funéraire La Souvenance près de Val-Bélair. Le Festival de la banquise, maintenant, sera de retour du 24 au 26 février prochain pour sa 4e édition. On se rappelle que le festival tient à valoriser le savoir-faire des canotiers et canotières, notamment en tenant une traditionnelle course de canot à glace. Pour le comité organisateur du festival, c'est important de transmettre ce patrimoine immatériel auprès des familles tout au long de la programmation qui se tient au quai de Portneuf, je vous le rappelle. Il y a aussi des activités telles qu'une exposition de photos, de la sculpture sur glace, une initiation de fat bike et j'en passe. Comme vous le voyez, c'est des images d'une des éditions précédentes en ce moment. La traditionnelle course de canot à glace va se tenir le 25 février à 13h. Il y aura une diffusion sur la plateforme Facebook pour ceux et celles qui ne peuvent pas y être. Il y a aussi une animation musicale sur place pour inviter le public à giguer
gai et chanter. Le public est aussi invité à s'initier au sport du canot à glace à la marina de Portneuf le 26 février prochain. Maintenant, le club de natation unique de Pont-Rouge va organiser ses 2 premières compétitions à Pont-Rouge depuis la pandémie, les 28 et 29 janvier prochains. Pour le 28 janvier, c'est l'invitation unique. C'est une compétition provinciale pour les nageurs de 11 ans et plus. Le 29 janvier prochain, c'est la compétition régionale numéro 3 qui fait partie du circuit de la Fédération de natation du Québec. Les clubs de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches vont s'y rejoindre. Le tout est divisé en plusieurs catégories, évidemment, comme les 8 ans et moins, les 9-10 ans, les 11-12 ans, mais j'en passe. L'organisation du club se dit heureuse de pouvoir reprendre les compétitions après avoir été dans l'impossibilité de le faire pendant 2 ans. À Saint-Raymond, maintenant, un service de minibus a été instauré par le comité Vas-y pour pallier à l'absence de supermarchés dans le centre-ville durant la fermeture du commerce Provigo. Ainsi, les gens qui vont utiliser le service seront transportés à l'épicerie Métro les lundis et mardis pendant 12 semaines. Le service est disponible 3 fois par jour lors des jours d'activité et est entièrement gratuit. François Drolet, le coordonnateur du comité Vas-y, est à l'origine de l'initiative. Celui-ci s'est rendu à l'évidence que pour les gens qui habitent dans le centre-ville et qui ne possèdent pas de voiture, se rendre en haut de la Côte-Joyeuse est un peu plus compliqué. La Corporation de transport régional de Portneuf, CTRP, est également impliquée dans le projet, tout comme la ville de Saint-Raymond qui a attribué une aide financière. Comme le nombre de places est limité, les gens qui désirent profiter du service doivent contacter la corporation au numéro suivant. Donc, il s'agit du 88 337 36 86, le 88 337 36 86. Des citoyens de Saint-Augustin de Desmaures, oui, on s'en va un peu plus dans la région de Québec maintenant, s'opposent au plan d'urbanisme qui est proposé par l'administration de la ville, alors que celle-ci tente de transformer 164 hectares de terres agricoles en zones résidentielles et industrielles. Un document acheminé par les membres du collectif s'opposant à la démarche explique que la ville souhaite permettre la construction de résidences dans cette zone qui était préalablement agricole, en plus d'agrandir un parc industriel. Pour le collectif, cette perte de 164 hectares représente évidemment une réelle perte pour la qualité de vie des générations futures, comme cela a été soulevé dans les médias nationaux. Selon les opposants au projet, c'est clair qu'il faut refuser ce modèle de développement qui date d'une autre époque et qui consiste à asphalter les terres agricoles. L'un des porte-paroles du regroupement mentionne que la superficie en fait équivaut à, attention, 306 terrains de football. Cette semaine, c'est la date limite où les citoyens de Saint-Augustin peuvent soumettre leurs commentaires concernant le projet. Selon des informations qui ont été recueillies par Radio-Canada, le maire de Saint-Augustin de Desmaures, M. Sylvain Junot, avait mentionné que le plan n'était pas encore coulé dans le béton. Le 27 janvier prochain va avoir lieu la prochaine édition de secondaire en spectacle à Saint-Raymond dans l'école secondaire Louis-Jobin. Selon le communiqué de presse qui est diffusé par l'établissement scolaire, c'est une dizaine d'élèves qui vont présenter des numéros de chant, de musique, mais aussi de danse. Comme à chaque édition, les 2 numéros lauréats représenteront l'école au final régional qui vont se tenir les 29, 30 et 31 mars 2023 à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou à Québec. La deuxième partie du spectacle va être assurée par James Shelter, qui est natif de Saint-Raymond. Ce dernier s'est rendu en finale nationale du concours Cégep en spectacle il y a quelques années. Les billets de la finale locale vont être en vente à la porte le soir de l'événement au coût de 10 $ chacun. Le calendrier complet pour les finales est disponible sur le site de secondaire en spectacle dans la section finale locale et régionale. Après la pause, le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, sera avec nous, mais un peu plus tard également, on va avoir notre chroniqueur culturel Félix Gagné. Soyez des nôtres. Derrière chacune de tes passions,
options. Découvre le métier qui te ressemble. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Alors maintenant, déjà, vous le savez, on est avec Monsieur Duplain, Claude Duplain, qui est maire de Saint-Raymond. Bonjour, Monsieur Duplain, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pas trop nerveux avec ta première émission? Un petit peu, on est un petit peu fébrile, hein? Ça passe super vite. Claude, il faut quand même dire que j'imagine que vous n'avez pas eu un temps des fêtes bien reposant, hein? Avec, bon, oui, la tempête qui nous a privés en grande partie d'électricité, mais en plus, inondation. Ça s'est passé comment à Saint-Raymond? Tu parles de la tempête ou tu parles des On va inondations? commencer par la tempête. La tempête, ensuite, on ira avec l'inondation. Ça a été... écoute... Ça a été une expérience spéciale, OK? Parce que, je veux dire, le temps des fêtes arrive et on pense qu'on va être en vacances, on en avait besoin. Et arrive cette tempête-là, et à partir du 23, aller jusqu'au 31, j'ai même été un des derniers à être reconnecté, le 30 au soir. OK. Ça a été tous les jours de vivre une situation de crise au centre de crise qu'on avait installé à la caserne de pompiers, et de revenir le soir chez vous, de te coucher au froid, de te relever le matin, de repartir pour le centre de crise. C'était spécial avec 3 ou 4 génératrices qui tournaient à temps plein pour réussir à tenir la maison, parce que c'est une grosse maison chez nous. C'est pas... c'est une bâtisse commerciale, donc pour essayer de tenir ça à 10 degrés, 5-10 degrés pour que ça gèle. C'était une expérience spéciale. Puis c'était une expérience spéciale aussi de vivre ce qu'on a vécu là. Vous avez sûrement, les gens ont sûrement vu aussi à la télévision, les médias s'en sont accaparés un petit peu. Écoute, rendu le vendredi matin, les premiers perdent l'électricité. Rendu au samedi midi, on n'a pas de nouvelles d'Hydro-Québec. Ça a commencé à être dramatique. Vous avez fait une sortie justement dans les médias nationaux pour Hydro-Québec. La communication avec les municipalités a été assez difficile là, de ce que je comprends. Ben, en fait, on a eu des débriefings déjà. J'ai reparlé des gens d'Hydro-Québec parce que pour que Hydro-Québec bouge, il a fallu que je fasse des téléphones assez haut placés à un moment donné pour avoir des réponses. Quand ils ont bien voulu nous écouter et que là, on a commencé à faire des travaux à Saint-Raymond, parce qu'écoute, même le centre multiculturel, le centre multifonctionnel avait même pas d'électricité. On n'était pas capable d'ouvrir de refuge pour les gens. C'était le blackout total à Saint-Raymond. C'est 11 500 personnes qui étaient dans la noirceur, au-dessus de pratiquement 7 800, pratiquement 7 000 clients qui n'avaient pas d'électricité. Fallait faire de quoi? Il fallait bouger. Et je pense qu'il a fallu lever le ton un petit peu. Les médias s'en sont emparés. Et tu vois, ce qu'on retire de tout ça, puis ce que je reproche en fait à Hydro-Québec, c'est les communications. Là, parce qu'il faut dire que les travailleurs d'Hydro-Québec ont fait un travail extraordinaire à Saint-Raymond. Il était surchargé aussi. Il était surchargé, mais aussi il était pendant le temps des fêtes. Ils ont laissé leur famille aussi pour venir nous aider. Il y a des gens du Vermont, du Nouveau-Brunswick qui sont descendus à Saint-Raymond et partout en province pour venir aider à rétablir la situation. Ça, il faut seulement les remercier des travailleurs. Là. Parlez-nous de la fréquentation du centre multifonctionnel. On avait ouvert le centre pour les gens. Est-ce que ça a été beaucoup fréquenté? Oui, à partir du samedi soir, on a eu l'électricité. Le temps que ça réchauffe, le dimanche matin, on a ouvert le centre multiculturel. Et l'affluence, je dirais que l'affluence pour avoir de l'eau et pour pouvoir prendre une douche, on a ouvert aussi avec les repas. Ça, on a eu une collaboration extraordinaire d'une partie de la population sur le mondial qui nous a préparé des repas. Un méchoui que quelqu'un devait préparer pour une famille, pas d'électricité, donc le méchoui est contremandé. On nous amène le méchoui, le mondial qui prenait restant pour refaire d'autres repas, même des funérailles qui ont eu lieu. Et le restant des sandwichs de la funéraille nous ont été amenés pour nourrir les gens. Des gens qui nous ont amené de la soupe,
Ça a été fantastique. Là. La solidarité. En fait, c'est ça Saint-Raymond, puis c'est ça un peu le Québec, mais Saint-Raymond, la solidarité des gens a vraiment été extraordinaire. Les gens se sont serrés les coudes et là, bon, plus qu'on s'approchait du jour de l'an, les gens étaient de plus en plus connectés, ça allait bien. Et de la pluie, ce qui fait que la rivière Sainte-Anne s'engorge. Là, on a une inondation sur les bras. Comment on a géré ça à la ville? En fait, tu vois, quand je dis que ça a été une expérience un peu... c'était une bonne expérience parce que ça nous a démontré à Saint-Raymond qu'on est très bien, pour prendre un mot anglais, on était bien guéri sur des inondations. Donc, on sait quoi faire à la virgule près. Le monde sont... mais dans une situation de crise comme un manque d'électricité, oups, là, on s'est peut-être aperçu qu'il nous manquait certaines choses. Ça nous a appris qu'il va tout bien falloir, dans notre cahier de sécurité, mettre des pages supplémentaires en cas de certains autres événements. Ce qui s'est passé avec l'inondation, en fait, c'est que là, vous savez qu'il y en a eu du doutant au mois de décembre. Le couvert de glace est complètement disparu sur la rivière Sainte-Anne. Oui. Fait que de décembre, quand c'est arrivé, aller au début janvier, le couvert de glace n'était pas assez épais. Donc, le 25 mm de pluie qu'on s'attendait à avoir ne nous faisait pas peur, sauf qu'il est tombé 42 mm de pluie. Donc, la rivière a gonflé assez pour réussir à casser le couvert de glace. Et tout ce qui est en haut de l'estacade, sur environ entre 6 km, a tout descendu complètement à Saint-Raymond et a réussi à se bloquer à l'estacade. Une chance que ça n'a pas descendu au centre-ville, et notre peur, c'était ça. Si ça avait descendu jusqu'au centre-ville, ça aurait été possiblement une catastrophe, parce que même le couvert au centre-ville commençait là, à se fracasser, parce que la rivière montait tout le temps. C'est pour ça qu'en haut de l'estacade, les plaines, les rangs ont été inondés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été inondés dans leur maison ou ça a vraiment... En fait, il y a des gens qui ont eu de l'eau dans leur sol par la nappe phréatique. Ouais. Il n'y a pas eu de maisons évacuées ou la crue n'a pas monté assez pour entourer les maisons. Dans les crues qu'on a habituellement, quand les maisons sont inondées, c'est que là, ça déborde à partir du centre-ville. Et là, ça déborde dans la rue Saint-Émilien et partout. Et souvent, c'est le bras du Nord qui inonde en même temps, qui arrive par en arrière. Ça, c'est ce qu'il nous fallait. Mais s'il avait fallu que ce couvert-là bloque au pont Chalifou, la ville aurait été inondée. Là. Et moi, la question qui me vient en tête, c'est que là, est-ce que tout est rentré à la normale sur la rivière ou lorsqu'on va arriver à la crue printanière, l'inondation qu'on a eue pendant le temps des fêtes va-t-elle avoir un impact? Est-ce que on est plus à risque d'avoir une inondation à la crue printanière à cause qu'on en a eu une cet hiver? Quand j'ai vu cette amorque-là, je dirais que oui, on était plus à risque d'avoir une inondation. Sauf que là, la rivière, on la connaît. Mais chaque année et chaque fois, c'est un peu différent. On en apprend tout le temps. Comme là, présentement, vous allez voir, si vous regardez la rivière qui est à gonfler jusque, je ne sais pas à quelle hauteur en dessous du pont, là, mais c'est peut-être environ 4-5 pieds. Là, la rivière s'est complètement affaissée. C'est que si elle était complètement affaissée, ça veut dire que tout le fraisile qui était sous la glace est disparu. Par contre, avant que ça regèle, là, présentement, il est en train de se faire du fragile qui embarque en dessous de la glace. Quel impact ça va avoir ce printemps? C'est Dame Nature, selon ce qui va se passer, il va nous le dire. En 30 secondes, M. Duplain, on arrive déjà à s'arrêter dans le temps dans notre entrevue. Je veux quand même parler de la station de ski Saint-Raymond. Là, on entend une tempête de neige. On doit être content d'avoir une tempête de neige parce qu'on veut qu'elle rouvre, là, cette station-là. Pour vous dire sincèrement, on est à environ à 25 cm de neige de pouvoir ouvrir la station de ski. Donc, si on a ce 25 cm de neige-là, il suffira de, je dirais même pas de journée, mais de quelques heures pour pouvoir ouvrir le centre. Donc, on espère avoir cette épaisseur de neige-là. Si celle qui est annoncée tombe, c'est définitif que le centre va ouvrir la semaine prochaine. Mais si on a cette épaisseur de neige-là, qu'on n'a pas de pluie qui arrive pas parce qu'on annonce peut-être un petit peu de pluie entre les deux qui peut faire fondre la neige, là. Donc, mais moi, j'ai bon espoir que le centre de ski va ouvrir dans les prochains jours. Monsieur Duplain, je vous remercie pour votre temps avec nous aujourd'hui. On s'en va maintenant avec un chroniqueur, une première à CJSR. En fait, on fait des chroniques culturelles à partir de maintenant. Je veux quand même vous remercier d'avoir été des nôtres là, pour la première de l'année. Et je ne vous l'ai pas souhaité, mais bonne année, Monsieur Duplain. Vous aussi, bonne année. Félicitations pour je pense que ça plaît beaucoup aux gens de Saint-Raymond de voir que ce programme-là puisse
continuer à la suite de Michel. Et je te félicite d'avoir pris le poste, puis je te souhaite du succès. Je vous remercie beaucoup, M. Duplain. Alors, nous, maintenant, on va avoir Félix Gagné qui s'en vient dans les prochaines secondes. Alors, il y a un petit changement de place là, à faire pour ça. Comme je vous disais, on veut faire quelque chose de nouveau dans Info CJSR, c'est d'avoir des chroniqueurs, on va avoir des chroniques historiques, des chroniques culturelles aussi. Et là, en parlant de chroniques culturelles, le voici. Félix, bonjour. Salut Danick, ça va? Ça va super bien, Félix. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Le mandat que j'ai donné à Félix, c'est de nous trouver des groupes, des chanteurs, des gens de Portneuf qui font de la musique, faire des portraits pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. Et là, tu nous as trouvé quelqu'un de bien spécial. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, moi, je trouvais ça important de parler pour ma première chronique d'un gars de Saint-Raymond, de la ville que je viens, dans le fond. Fait que j'avais le goût de te parler de Bobby Hamel. C'est un auteur, compositeur, interprète. Fait qu'il y a un gars aux multiples talents. Il joue en ce moment dans 2 groupes en tant que guitariste et chanteur. Fait que le premier groupe, ça s'appelle Persistance. C'est un groupe qui est plus punk rock. Donc, punk rock, là, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que c'est du Metallica? C'est quoi les comparatifs qu'on peut avoir? Je pourrais comparer ça un petit peu à Green Day, peut-être, pour le monde qui connaisse, là. Donc, Metallica, un petit peu plus tranquille. Donc, on a ça à Saint-Raymond, là. Quelqu'un qui fait ça à Saint-Raymond. Oui, on a plusieurs personnes qui font ça à Saint-Raymond. En fait, on a une bonne scène là, de musique rock à Saint-Raymond. Peut-être dans d'autres chroniques culture, je te parlerai d'un autre groupe, là. Mais ouais, c'est ça. Et là, je veux que tu nous présentes une pièce de Bobby Hamel. Tu as quelque chose de préparé pour nous. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai une pièce de Persistance puis une pièce de Bobby Hamel. On pourrait commencer avec Persistance tant qu'à être dans le sujet. Fait que j'irai avec l'extrait de On the Road qui est sorti en 2016. Donc le premier extrait de Persistance qu'on écoute maintenant. I won't forget you anyway. Tu sais, Félix, moi, quand j'entends ça, ça me fait penser un peu à du Rise Against. Je sais pas si c'est quelque chose qui te punk, là, mais... Oui, t'as raison, c'est très ressemblant. Je trouve que le son, là, ressemble beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait d'autre, en fait, Bobby? Est-ce que lui fait beaucoup de spectacles dans Portneuf? Il se promène-tu un peu? Oui, il se promène pas mal. Cet été, il s'est promené même dans tout le Québec. Là, il est allé, je sais, plus un peu en Beauce, plus vers la Mauricie aussi. Fait qu'il se promène pas mal. De cet incite, c'est un peu plus tranquille, mais tu me d'avances un peu parce que, dans le fond, moi, je voulais dire qu'il allait être le 24 février au studio de danse à Saint-Raymond, donc avec d'autres groupes. Puis il y aura ces 2 groupes qui vont être là aussi. Fait qu'il va faire une prestation solo acoustique, une prestation avec son groupe punk au complet. Puis il va y avoir 2 autres groupes là, qui sont invités pour jouer avec lui. Et il fait un autre style. Tu m'as dit Persistance. Là, on a autre chose là, avec Bobby. C'est quoi qu'il fait d'autre? Oui, il y a complètement un autre style de musique. Il y a un projet solo acoustique. Donc, c'est lui seul avec sa guitare, son micro, sur la scène. Puis il fait des chansons là, plus tranquilles un peu. J'aimerais ça qu'on écoute un extrait de ce qu'il fait d'autre. Oui. On écoute ça maintenant. Alors... I thought those things were so surreal. Seems like I'm trapped in a cage of fear. Feeling so strong, I can tell you. No, I cannot tell you. J'aime vraiment le son, Félix. C'est fun de voir que c'est quelqu'un d'ici qui fait ça. Félix, on arrive déjà à la fin de notre chronique. Ça va vite. Avais-tu autre chose à dire là, au propos de Persistance et de Bobby? Non, ça ressemble pas mal à ça. Moi, c'est vraiment un gars que j'admire beaucoup, qui a beaucoup de talent. Puis n'hésitez pas à aller le suivre sur Facebook et sur Spotify. Vous pouvez entendre toutes ses chansons en ligne, là. Félix, on va avoir l'occasion de te réentendre. Et bon, pour ceux et celles qui se demandent, OK, pourquoi Félix fait des chroniques, c'est que tu évolues dans le monde de la musique. Toi-même, là, tu fais des spectacles. Oui, justement, on va être en spectacle vendredi prochain, donc le 21, si je ne me trompe pas, au bar Le Saint-Og à Saint-Augustin, avec un de nos amis qui est dans un autre groupe qui s'appelle XX Smiles. Donc, soirée punk acoustique aussi, là. Manquez pas ça.
Félix, je te remercie. Nous, on va poursuivre maintenant dans Info CJSR avec les nouvelles, parce qu'il faut dire qu'à la ville de Sainte-Catherine, on a annoncé cette semaine, lors du conseil de ville, l'embauche de nouveaux pompiers premiers répondants pour combler un manque qui est créé par des démissions récentes. Bon, c'est 4 pompiers qui ont été embauchés pour, en fait, parvenir à ce besoin de la municipalité. Il va y avoir une période de probation d'1 an qui est prévue pour ces nouveaux pompiers qui vont entrer chacun en fonction d'ici la fin du mois. Toujours concernant le service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine, la Ville a procédé à l'approbation d'une dépense, mais aussi d'un emprunt de 1 351 000 $ pour l'achat d'un nouveau camion de pompiers. Il s'agit d'un camion type autopompe qui est nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens. Ça, on va en convenir. Donc, c'est certaines nouvelles pour le niveau des incendies à Saint-Raymond, à Sainte-Catherine. Maintenant, je veux parler avec vous de la fromagerie des Grondines qui a fait parler d'elle cette semaine, alors qu'un article de Radio-Canada expliquait à la population que de nombreux fromagers de la province peinent à vendre leurs produits au profit de produits étrangers. Ça, c'est un accord économique de commerce global qui cause ces problèmes-là. Et pour être capable de clarifier l'idée un petit peu, j'ai avec moi Christian Hébert de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. C'est lui le président de Portneuf. Monsieur Hébert, vous venez un peu nous expliquer qu'est-ce que fait cet accord-là pour les producteurs. D'ailleurs, bonjour. Bonsoir, Danick. Félicitations là, pour ta première émission. Hein? Merci beaucoup et merci d'être avec nous, Christian. Donc, cet accord-là, qu'est-ce qu'elle fait à nos producteurs? Je pense que le cri du cœur qu'a lancé Charles Trottier, le fromager ici à Deschambault-Grondines, je pense que ça a touché énormément de Québécois, bien sûr beaucoup de gens dans Portneuf. Hein. L'entente est rentrée effective en 2017. Très théorique, le gouvernement du Canada nous disait que c'était seulement 17 700 tonnes de fromage qui allaient rentrer sur le marché. La première année, ça avait été moyen. Les premiers mois, c'était rien passé. Hein. Puis quand est arrivée la première période des fêtes, le mois avant les fêtes, où les Québécois consomment le plus de fromage fin, bien, ça a pris une forme de dumping. Les fromages sont rentrés rapidement sur le marché 2018-2019 et ça s'est accentué pendant la pandémie. On arrive maintenant aux 5 ans de cette entente, hein, puis on voit une situation qui est catastrophique là, pour nos producteurs et les consommateurs sont loin d'être gagnants de cette situation-là. Hein. Parce que Charles Trottier, justement, de la fromagerie, indique avoir perdu 70 % de ses ventes pour IGA. Donc, il n'est pas tout seul dans ce bateau-là. Là. Ils sont plusieurs à vivre la même chose, de ce que je comprends. Oui, c'était beaucoup de données qu'on nous donnait v'là 5 ans, comme j'ai dit, le 17 700 tonnes. On nous disait que c'était une campagne de peur qu'on allait perdre 40 % des parts de marché. C'est beaucoup de chiffres, là, mais 5 ans plus tard, ben Charles, c'est le premier à être sorti. On a le portrait des 5 dernières années. Bien, v'là 5 ans, il y avait plus de fromage fin québécois qui se vendait que de fromage importé. Bien, cet accord-là a fait changer la donne. Maintenant, c'est plus de fromages qui viennent de l'étranger qui se trouvent sur nos tablettes. C'est l'équivalent de 17 700 tonnes, c'est l'équivalent de 400 fromageries comme celle de Charles, comme la fromagerie des Grondines. Là, hein. C'est énormément de fromage. C'est dur pour nos producteurs. Hein. Et quand je dis que les consommateurs n'ont pas gagné de ça, ça s'est accentué pendant les 2 dernières années de la pandémie. Ça a été dur, la pandémie, pour des fermes comme la nôtre, des gens en communication, en restauration. Combien de gens dans Portneuf? La pandémie a été difficile, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a plusieurs qui ont tiré, malheureusement, une triste épingle du jeu. Hein. On parle ici des distributeurs, hein, des métros, Costco, Sobeys, qui eux autres ont profité de la situation pour arrêter d'acheter des fromages québécois, hein, importer en masse ces fromages-là, se prendre une part de profit de 60 %. Un plus gros profit. Oh oui, fait qu'ils ont vendu les fromages, un fromage industriel, cheap,
importés de l'Europe. Ils vendent au même prix que les fromages fins québécois hein, et ils ont empoché les sous. Fait qu'ils prennent les consommateurs pour des cons et notre industrie agricole qui emploie les gens ici dans nos fromageries, tout le monde perd. Bon, pour l'UPA, c'est quoi les pistes de solutions pour aider ces producteurs-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai parlé à Charles, hein, puis j'ai demandé cet après-midi, Charles, c'est quoi tu veux que je lance comme mot? Tu sais, j'ai mes solutions, mais toi, hein, puis c'est les mêmes qu'on propose depuis... Que ce soit pour le fromage, que ce soit pour d'autres denrées agricoles, hein, mais aussi pour d'autres biens de consommation, hein, on gagne toujours à acheter local. Hein. C'est bon pour l'environnement, ça minimise le transport, ça fait travailler nos gens ici et surtout, on investit dans une qualité. Hein. La fin de semaine qui s'en vient, demain, samedi et dimanche, c'est le salon pour la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation à Exposité. Hein. Ben, j'invite les citoyens à venir nous voir et samedi, on fait un cocktail puis il va y avoir du fromage de la fromagerie des Grondines. Achetez à la fromagerie directement là, chez le producteur. Achetez ici dans Portneuf, que ce soit au Petit Patelin, au magasin général à Deschambault, à tellement de points de commerce. Hein. On aide nos entreprises avec des produits locaux. Hein. C'est de l'argent qui reste ici, puis tout le monde est gagnant. On investit dans la qualité, puis on investit dans nous. Hein. Monsieur Hébert, je vous remercie. Le temps file pour l'entrevue, mais merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est un grand plaisir. À très bientôt. Hein. Et évidemment, il faut prioriser l'achat local. Ça, c'est sûr, pour aider tous les gens de Portneuf. Maintenant, je veux qu'on prenne quelques petites minutes ensemble pour faire un retour en arrière parce que mon collègue Stéphane Lépine a réalisé une nouvelle chronique qui nous aide un peu à se remémorer qu'est-ce qui s'est passé dans les semaines à Portneuf. Donc, des éphémérides, on fait des retours, donc on prend la semaine du 12 janvier et au travers des époques, qu'est-ce qui s'est passé dans Portneuf? Je vous laisse entendre la chronique qu'on a réalisée, Stéphane et moi. Alors, mon cher Danick, on commence très fort cette semaine du 12 au 19. Tout d'abord, j'aimerais juste vous mentionner, on n'a pas d'image sur le premier parce que ça date de 1981. Mais le 12 janvier, c'était la mise en fonction de l'hôpital de Saint-Ramon suite aux dernières rénovations. Alors, si vous regardez un petit peu l'hôpital régional de Portneuf, maintenant, qu'on appelle, il y avait la première bâtisse en avant, qui est la première base. Et par la suite, il y a eu l'agrandissement arrière. Et la tour s'est faite par la suite dans les années 90. Donc, maintenant, on a rénové à l'intérieur, on a maintenant le taco, on a vraiment la chimie, on a toutes sortes d'affaires maintenant. Alors, il y a une belle progression de l'hôpital depuis 1981. C'est un projet qui date des années 60-70, mais on n'ira pas trop dans les détails. Donc, ça fait déjà plus de 40 ans qu'on a cette version-là de l'hôpital. Exactement. Ensuite de ça, j'aimerais te parler aussi de Saint-Ramon rapidement. Le 17 janvier 1996, il a été inauguré quelque chose qui est encore là aujourd'hui. C'est le logo La Force de la nature. Vous saviez, avant, les villes avaient leurs armoiries qui sont encore là, qui sont encore officielles, mais beaucoup de villes maintenant ont aussi un logo à côté, un logo qui sert un petit peu plus pour l'aspect communication. Et ben, c'est celui de Saint-Ramon, La Force de la nature, qui est arrivé justement dans nos... alors, vous voyez justement des images de l'inauguration. On avait ça dans nos archives. Saint-Ramon, une ville en pleine nature, cherche à se démarquer du reste de la MRC de Portneuf dans la grande région de Québec en se positionnant comme leader. En conséquence, elle doit donc miser sur ses forces majeures, sur le dynamisme de ses citoyens et sur son environnement naturel et enchanteur. L'image corporative doit donc se rattacher à ces éléments positifs et les mettre en valeur. Ensuite de ça, je vais te parler quelque peu de Sainte-Catherine. Tu sais que dans les années 2013-2014, Sainte-Catherine a décidé d'installer un sentier de patinage extérieur qui est extrêmement populaire dans le parc du Grand Héron. Eh bien, en 2015, ça a tellement fait fureur qu'ils ont gagné un prix provincial de qualité d'aménagement justement du sentier. Alors justement, on avait été faire un reportage à cette époque-là et vous voyez des images à l'écran.
J'espère que vous voyez des images à l'écran, parce que là, c'est dans le bout, on a perdu des images à cause de l'incendie. J'espère que j'ai réussi à en retrouver. J'avais pas tout fini ma recherche avant d'enregistrer. 2015, ce qui veut dire que ça fait pratiquement 10 ans déjà. Là, ça passe vite. Effectivement, ça passe vite. Et en dernier, je vais commencer par la MRC. Il y a 2 événements importants qui se sont passés dans l'histoire de la MRC. Le premier, c'est en 1982. C'est la première séance officielle. Alors, la MRC a été créée en 1981 par un décret, je pense que c'est au mois de novembre, un décret provincial. Et par la suite, la première séance officielle a eu lieu le 13 janvier 1982. Ça fait 41 ans que la MRC a l'image avec laquelle on la connaît maintenant. Exactement. Et le deuxième événement, ça c'était vraiment extraordinaire. Et on va le revivre, ça on l'a trouvé, ça vaut la peine. C'est que c'était la première fois qu'une MRC déposait sa candidature pour les Jeux du Québec. OK? Parce qu'avant, c'était une municipalité plus grosse qui faisait les demandes. Mais maintenant, la MRC n'avait pas cette capacité-là au niveau des municipalités. Donc, tout le monde s'est regroupé ensemble pour faire un gros événement régional avec le réseautage que ça donne. Et c'est une grosse aventure, les Jeux du Québec. Hein? Il faut déposer un gros cahier de candidature. Ça mobilise beaucoup de bénévoles, ça mobilise des infrastructures. D'ailleurs, on va en reparler plus tard dans l'année. Je sais que tu n'as pas vécu ça, hein, parce que ça date de 2003. Donc, j'étais jeune. T'étais jeune. Mais c'est toute une expérience qu'on a vécue avec les Jeux du Québec. Mais là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment l'annonce qui a eu lieu le 15 janvier 2001, qui annonçait officiellement, et ça s'est fait par téléphone, c'est ça qui est drôle à l'époque. Aujourd'hui, on ferait probablement ça par Zoom ou par Teams, là, mais ça s'est fait par téléphone, et vous allez voir comment il y avait de l'effervescence pour l'annonce des Jeux du Québec. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, on vous entend très bien, et vous? Oui, bonjour. 5 sur 5. Oui, bonjour, c'est Jacques Bouillet qui vous répond. Bonsoir, M. Bouillet, Raymond Côté, Sport Québec. Bonjour, M. Côté, ça va bien? Bon, alors je vous transmets les salutations du Conseil d'administration du Sport Québec. Alors, je vous remercie. Nous vous retournons les mêmes salutations. Vous êtes sûrement en attente d'informations, hein? Non. Oui. Vous avez entendu? Certainement. On apprécie. Alors, on tient à vous remercier d'abord de la présentation de votre dossier. Alors, la qualité de la présentation, l'ensemble des informations, la qualité aussi des présentateurs. Alors, on vous félicite par rapport à ça. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous alloue les Jeux d'hiver de 2003. Yeah! 2003 quand même, ça fait 20 ans, faut se le dire. Maintenant, on termine en parlant de loisirs. Les villes de la MRC se sont rejointes pour faire leur programmation de plaisir d'hiver. Et Laurie Beaupré, l'agente de développement communautaire de Saint-Raymond, présidait la conférence de presse pour cette 16e édition. On l'écoute maintenant. Sujet. Qu'est-ce que les plaisirs d'hiver portnevois? C'est des travailleurs en loisirs, c'est les travailleurs en loisirs de Portneuf qui se concertent pour offrir une programmation d'activités variées mettant en vedette le plaisir de jouer dehors en famille l'hiver. Ainsi, on retrouve des événements dans la plupart des villes et municipalités de Portneuf. On y présente bien sûr les activités traditionnelles telles que la raquette, patinage, ski de fond, glissade, hockey, pêche sur glace. Mais on retrouve aussi des activités très originales à l'image des acteurs dynamiques de Portneuf, comme des sentiers illuminés, patins disco, des courses de souffleuses, très dynamiques et originales. Maintenant, il y a autre chose aussi avec les plaisirs d'hiver. C'est une compétition, en fait, un concours château de neige. Et il y a Mélanie Tremblay qui représente l'unité de loisirs de sport de la capitale nationale qui l'a expliqué un peu les prix qu'on peut avoir en faisant ce concours-là. On l'écoute maintenant. Il y a plusieurs prix régionaux à gagner, dont les tucs de région Portneuf et les sacs de région Portneuf. Vous comprenez que la MRC de Portneuf est un de nos partenaires principaux. Sinon, j'avais pas sorti ma feuille, là, mais... Et où donc, Laurie? Ah oui, est ici.
Fait que, puis pour la grande région de Portneuf, Anaïs en a parlé tantôt, mais il y a un forfait offert par le Centre de vacances Lac-Simon qui est 2 accès familiales d'une journée et une fin de semaine en chalet pour 6 personnes participants inscrits aux événements des plaisirs d'hiver portneuvois. Le tirage va se tenir le 20 mars prochain, donc on invite la population portneuvoise à participer en grand nombre. Alors, ce concours, on se met en famille ou en groupe et on fait des châteaux de neige. C'est comme ça que ça fonctionne et comme vous l'avez entendu, on peut gagner des prix. C'est donc ce qui complète Info CJSR pour ce 12 janvier. Je voulais remercier au nom de toute l'équipe de CJSR Michel Beausoleil pour son implication dans l'émission au courant des dernières années. Je veux aussi remercier Tony, Charles, Aubert, Suzy, Carole, Félix, Jérôme, Stéphane, mais aussi nos invités pour la collaboration à l'émission. On se laisse avec des images du rassemblement de la conférence de presse Plaisir d'hiver qui a eu lieu au camp de vacances Lac-Simon ce mercredi. Au revoir.